Avant de vous passer le micro, on va avoir une deuxième présentation de ma collègue Virginie Pissaurt, qui est chargée de plaidoyer et de campagne chez Nature et Progrès depuis 1 an et demi seulement. Et avec son profil juridique, elle est rapidement devenue experte des questions de pesticides et OGM au sein de l'association. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de découvrir ses talents de cuisinière ce midi parce qu'on a beaucoup de couteaux suisses chez Nature et Progrès. Donc, Virginie a beaucoup cuisiné hier soir pour contribuer aussi à notre lunch. Voilà, Virginie. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion de le dire plus tard, donc j'en ai profité. Ça, c'est fait. Ok, super. Voilà, bonjour à tous. Oui, merci d'être présents. Pour répéter ce que Julie a déjà dit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce colloque? Parce qu'on a commencé à se pencher sur la question des pesticides PFAS il n'y a pas plus tard qu'1 an et demi, plus ou moins quand je suis arrivée d'ailleurs chez Nature et Progrès. Et donc c'est Pan Europe qui avait un peu alerté ses membres sur cette nouvelle problématique, en fait, c'est l'identification du fait qu'en fait il y avait des pesticides qui étaient également des PFAS. Et donc il y a une volonté de travailler là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de données, qui vraiment est très peu de catégorisation de ce qu'étaient les pesticides PFAS et de leurs enjeux. Aucune étude, d'ailleurs on allait sur le site de PhytoWeb à l'époque, il n'y avait aucune donnée sur l'existence de pesticides PFAS et leurs problématiques. Et donc il nous a paru intéressant de travailler dessus. Alors ce qu'on a pu faire, c'est des études qu'on appelle exploratoires, c'est-à-dire que ça visait juste à sonder une problématique. Évidemment, de par la limitation des budgets et des ressources, ce n'est pas des études qui sont tout à fait exhaustives, mais l'idée, c'était de pouvoir alerter sur les enjeux. Et dans les 3 études qu'on a menées, les résultats de la Wallonie ou de la Belgique sont relativement préoccupants. Alors, ces 3 études sont sur le site internet de Nature et Progrès, et elles sont en consultation ici. Donc, voilà. La première étude qu'on a menée, c'était sur les pesticides PFAS dans les fruits et légumes. Donc, en fait, la méthodologie de travail qu'on a utilisée, c'est que dans le cadre de la réglementation sur les pesticides au niveau européen, il y a une réglementation sur les limites maximales de résidus, donc les limites maximales qu'un produit peut contenir en termes de résidus, et donc il y a des contrôles qui sont faits annuellement. Et donc un consultant a été identifié dans toutes les données qui étaient transmises au niveau européen dans le cadre du Multi-Annual Country Programme, quels étaient les résidus de pesticides PFAS. Alors, il est bien entendu que les résultats qu'on a identifiés ne disent pas qu'on dépasse les limites maximales de résidus, c'est juste voir dans ces résidus qu'on a retrouvés dans les fruits et les légumes, où est-ce qu'on retrouve des pesticides PFAS. Et donc l'analyse a été faite sur 10 ans, de 2011 à 2021, qui étaient les dernières données dont on disposait, avec un focus sur l'année 2021. Donc, sur cette première étude, il y a 8 États membres de l'Union européenne qui ont participé, dont la Belgique, donc qui sont cités ici. Alors, les courbes qu'on a observées, c'est une présence de résidus qui est en nette augmentation, tant pour les fruits que pour les légumes, avec beaucoup plus de résidus de pesticides dans les fruits que dans les légumes d'ailleurs, mais donc c'est plus ou moins du x3 en 10 années. Donc, on passe de 3,8 à 14% pour les fruits et pour les légumes de 2,1% à 7,1%. Alors, au niveau européen, donc en moyenne, 20% des fruits cultivés contiennent des résidus. Alors, il faut savoir qu'on a utilisé que les échantillons qui avaient été prélevés de manière aléatoire et pas ceux qui faisaient l'objet d'un autre type de reporting. Et donc, les tendances plus fortes de contamination sont sur les fruits d'été, les fraises, les pêches et les abricots. Donc pour les légumes, je disais une contamination moindre, mais tout de même de 12%, avec, vous voyez les chiffres, hein, pour les endives, les concombres, les poivrons et les aubergines. Alors ce qu'on a pu relever aussi en comparant les produits qui avaient été, les échantillons produits en Europe ou en dehors de l'Europe, c'est que local ne veut pas dire moins contaminé. Donc selon les produits, on peut avoir des produits d'importation qui sont beaucoup plus contaminés que les produits locaux et inversement. Et que pour certains échantillons, on peut identifier jusqu'à 4 pesticides. Et ça, c'est vraiment une problématique globale en matière de pesticides, qui est la question du cocktail des pesticides. Et du fait que les évaluations des risques ne prennent en compte qu'un seul pesticide à ce stade. Alors, le top 10 des produits PFAS qui ont été identifiés dans les fruits et les légumes produits au niveau européen, vous voyez qu'on est sur des noms qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on retrouve, exactement les mêmes que ceux qu'on retrouve dans l'ordre des ventes, puisque ici on parle vraiment de présence de résidus de pesticides, et donc on trouve beaucoup plus évidemment les fongicides que les herbicides
dans les résidus. Mais donc là, c'est le fluopyrame pour l'année 2021 qui avait la palme d'or avec 1409 échantillons contaminés. Alors, au niveau belge, pour des raisons de méthodologie sur lesquelles je ne vais pas rentrer, il a été plus difficile de tirer des lignes de tendance parce que les États sont obligés de fournir un certain nombre d'échantillons au niveau de l'Union européenne, qui est assez limité, enfin qui est fonction de la taille du pays. Et la Belgique, contrairement à d'autres pays, a choisi de ne pas dépasser, ou peut en tout cas dépasser ce nombre limitatif de produits, ce qui ne donnait pas des statistiques souvent suffisamment représentatives. Mais donc, pour l'année 2021, ce qu'on observe, c'est que c'est surtout les poivrons et les aubergines les plus contaminés. Donc, il y a 15 produits, en fait, pour lesquels il est obligatoire de faire un échantillonnage aléatoire, mais 15 produits alimentaires en tout. Donc, ça ne veut pas dire 15 fruits et légumes. Et donc, chaque année, en fait, l'Union européenne fixe différents produits à échantillonner. Et donc, pour les fruits, on a pu uniquement travailler sur les poires, et donc avec 15% de contamination. Et là, les échantillons les plus, enfin les produits PFAS les plus retrouvés dans les échantillons, ce sont le flonicamide, le fluopyrame et le trifloxystrobin. Donc, il faut savoir que donc on est en 2021 et que donc effectivement le méthamphénitrifluconazole dont a parlé Jean-Baptiste, en fait, quelque part, nous, jusqu'ici, on n'en avait quasi pas connaissance, puisque tous les chiffres qui sont communiqués et accessibles au public, ils sont limités à 2021. Et que donc, là, on parle de 2022. Donc, en fait, je vous avoue que c'est quasi un produit qu'on découvre aujourd'hui. Et qu'on voit qu'il a très vite pris, qui a pris de la place dans les ventes et les utilisations. Donc ici, je vous ai repris un des graphes de l'étude sur la problématique des ventes, justement, du fait qu'on ne pouvait pas suffisamment tirer des conclusions des échantillons des produits belges. On s'est penché en fait sur les ventes, et donc on a fait une demande à Russe auprès de l'administration pour avoir accès aux données de vente jusqu'en 2021. Et donc, voilà les chiffres qu'on a eus. Et donc, ce qu'on a observé entre 2011 et 2000, il y a une faute dans mon PowerPoint, et 2021, c'est une augmentation de 20% des ventes. Et en termes de surface active utile, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est sur une utilisation 2 fois plus présente qu'en France, par exemple. Alors, l'étude suivante, elle a porté sur la problématique du TFA dans l'eau. Elle a été décomposée en 2 temps, d'abord sur l'eau, les eaux de surface et eaux de rivière, et ensuite, enfin eau de surface et eau souterraine, et ensuite sur le TFA dans l'eau potable. Et là, on s'est penché plus précisément sur le TFA, donc l'acide trifluoroacétique. Alors pourquoi on s'est penché là-dessus? Parce que c'est un produit de dégradation des pesticides PFAS, et que donc au terme de la première étude, on s'est rendu compte en analysant ces différents pesticides que le TFA revenait chaque fois. Alors, je ne vais pas revenir sur le petit schéma, puisqu'on vous en a déjà parlé. Et donc, dans cette étude que je disais donc exploratoire, on a prélevé un échantillon dans les eaux de rivière en Wallonie, qui est la Mehaigne, et donc qui a affiché des taux préoccupants de contamination, puisqu'on est à 2500 nanogrammes par litre. Donc, elle est 3e sur le podium des échantillons européens, des 23 échantillons qu'on a prélevés. Les eaux souterraines révèlent aussi une pollution relativement moins importante que les eaux de surface, et c'est ce qui nous a penché, enfin ce qui nous a incité à travailler ensuite sur la problématique du coup des eaux minérales, puisqu'on voyait que c'était pas uniquement les eaux de surface qui étaient contaminées. Alors dans le cadre de cette étude sur le TFA, ce qu'on a aussi voulu voir, c'est comparer la présence du TFA par rapport aux autres PFAS, et donc on a aussi analysé ces échantillons avec les 20 PFAS qui sont repris dans le cadre de la directive sur l'eau potable, sur lesquels on reviendra plus tard, et aussi des autres PFAS à chaîne courte, puisqu'on l'a dit, le TFA est un PFAS à chaîne ultra courte. Et en fait, on voit que la présence du TFA dans ces eaux, elle est de 99,1% comparée à la présence des autres PFAS, pas pesticides. Voilà, donc ce que je disais, c'est que c'est très important de bien comprendre que c'est une étude exploratoire, donc il n'y a aucune exhaustivité sur ce qu'on a pu annoncer comme résultat, mais qu'on a quand même 79% des échantillons qui présentent plus de 500 nanogrammes par litre, ce qui est la limite du total PFAS qui est posé par la directive sur l'eau potable.
alors qu'aucun des 23 autres PFAS qui a été recherché ne dépassait les limites de la directive, et que les niveaux détectés vont de 370 à 3300 nanogrammes, avec, je vous disais, la Meugne, qui est donc un affluent de la Meuse, qui affichait 2500 nanogrammes par litre. Et donc, on n'hésite pas à dire que c'est la plus grande contamination d'eau connue par un produit chimique, et la plus rapide aussi. On vous l'a dit, les pesticides PFAS, c'est un peu les pesticides de nouvelle génération. Ils ont commencé à voir le jour que très tardivement, enfin dans les années 2000, avec des nouveaux qui arrivent sur le marché visiblement régulièrement. Et donc, une étude réalisée en Allemagne par l'Agence pour l'environnement identifie en milieu rural les pesticides PFAS comme étant la principale cause du TFA. Sur l'eau du robinet, on a fait 36 échantillons dans 11 États membres. 34 se sont révélés être contaminés au TFA. Et la Belgique est haut dans le tableau de nouveau avec 1100 nanogrammes par litre. On a fait le même exercice comparatif avec les autres PFAS. Et là, on voit que c'est 2% des 23 autres PFAS qui représentent la contamination, et donc la contamination au TFA représente 98% de l'échantillon. Et donc, qu'en dire encore? Ben oui, presque tous les échantillons sont contaminés, et par rapport au plafond de 2200 nanogrammes par litre de l'Institut hollandais pour la santé et l'environnement, qui a été repris par le Conseil scientifique indépendant de la région wallonne, un seul serait en dépassement. Par rapport au cadre juridique, plus de 50% en fait dépassent la norme qui était proposée par la directive européenne de 500 nanogrammes par litre pour le total des PFAS, même si on sait qu'il y a eu des discussions sur le fait qu'on devrait peut-être extraire, mais on reviendra là-dessus plus tard, le TFA de la norme des total PFAS. Alors, c'était une étude exploratoire, mais bon, qui visiblement semble se confirmer, puisque la région wallonne a mandaté la SWDE courant l'année dernière pour réaliser un monitoring exhaustif des zones de distribution en Wallonie. Donc cette carte, elle se trouve sur le site de la région wallonne. Donc, alors évidemment, ça a l'air assez satisfaisant puisqu'on voit peu de taches sombres, mais il faut savoir que la façon dont la région wallonne a fait la légende de la carte est un peu différente de la nôtre, puisqu'elle a considéré, en fait, en dessous des limites de détection, on a 44 zones, donc qui sont les verts très très clairs, donc en dessous de 50 nanogrammes par litre. Et puis au-dessus de 2200, donc qui est la norme qui a été reprise par le Conseil scientifique, c'est en vert foncé. Et là, on a 13 zones de distribution. Mais pour le reste, le vert tout clair, en fait, c'est les zones de distribution qui sont contaminées entre 50 nanogrammes et 1500 nanogrammes, ce qui est en fait énorme. Donc, il n'y a pas eu la distinction entre celles qui sont en dessous de 500 nanogrammes et celles qui dépassent les 500 nanogrammes, ce que nous avons un peu regretté. Alors, sur les eaux minérales et eaux de source, il y a eu 19 échantillons d'eau en bouteille qui ont été analysés par le laboratoire en Allemagne avec lequel on travaille, et 12 ont révélé la présence de TFA. Donc, évidemment, les eaux minérales, on sait, sont des eaux qui sont censées être pures, qui sont prélevées à des profondeurs importantes. Donc, on a un taux de contamination qui est certes beaucoup moins important que celui de l'eau du robinet, mais qui est quand même relativement préoccupant, quand on sait qu'il n'y a pas de dépollution possible, puisque les eaux minérales sont sujettes à l'interdiction en fait de traitement, que ce soit filtre à charbon, osmose inverse ou quelconque autre traitement. Il n'y a pas de possibilité de traiter l'eau. Et quand on sait que l'utilisation des pesticides PFAS continue, on peut présumer que les taux vont augmenter. Donc voilà, juste en conclusion par rapport à ces 3 études, agir à la source de toute urgence si on ne veut pas que la contamination, évidemment, continue. Alors évidemment, il faudra voir quels sont les niveaux possibles d'intervention, interdiction d'autorisation, d'utilisation. En tout cas, c'est ce qu'on revendique pour tous les pesticides PFAS et les gaz fluorés émetteurs de TFA. Alors, ça impliquerait aussi une reconnaissance des critères d'extrême persistance et mobilité, ou de la persistance comme étant des critères cut-off, donc qui permettent à la source d'interdire la substance, ou la question de la reconnaissance du TFA comme métabolite pertinent. L'application aussi du principe du pollueur-payeur. Évidemment,
Ce qui est encore plus vicieux dans l'utilisation de ces pesticides et les conséquences qu'ils ont pour la santé et l'environnement, c'est que l'industrie est celle qui tire les bénéfices aussi de cette utilisation et qui n'en supporte pas les coûts. Or, on en a parlé, les coûts de la dépollution et entre autres de l'eau seront énormes. Et évidemment, ce qu'on revendique, c'est un soutien massif aux agriculteurs pour se passer des pesticides PFAS et développer d'autres pratiques qui font l'impasse sur ces polluants et sur lesquels on pourra revenir cet après-midi. Voilà, alors je pense que j'avais juste fait les grands gagnants. Je pense que c'est quand même toujours intéressant de savoir. Alors ça, c'était l'ordre des ventes qu'on avait en Belgique en 2021. Ils sont classés dans l'ordre, donc on n'a pas le méfentrifluconazole, qui est, j'ai regardé hier, la propriété de BASF. Donc on voit, on reste dans les grands de ce monde. Voilà, je vous remercie beaucoup.